Tactique du diable de Clive Staples Lewis. 10e lettre. Mon cher Wormwood, j'ai été ravi d'apprendre par Traptwiz que ton protégé s'est fait de nouveaux amis. On ne pourrait pas souhaiter mieux. Et qu'apparemment, tu as su tirer parti de ce contact d'une manière qui augure bien de l'avenir. Si j'ai bien compris, ce couple d'âge moyen qui est venu le voir à son bureau est exactement le genre de personne que nous voulons le voir fréquenter. Ce sont des gens riches, élégants, se faisant passer pour des intellectuels et prenant une attitude sceptique à l'égard de tout ce qui se passe dans le monde. Si j'ai bien compris, ils sont même vaguement pacifistes, non pour des raisons morales, mais à cause d'une habitude bien ancrée de mépriser tout ce qui émeut la grande masse de leurs concitoyens et d'un tantinet de communisme de salon. Tout cela est excellent. Et il paraît que tu as utilisé au mieux la vanité de ton protégé sur le plan social, sexuel et intellectuel. J'aimerais en savoir plus long. S'est-il compromis ? Je ne veux pas dire en paroles. Il existe un jeu subtil de regard, d'intonation de la voix, de sourire, qui permet au commun des mortels de faire savoir à leur interlocuteur qu'ils sont du même bord qu'eux. C'est ce genre de trahison que tu dois surtout encourager, parce que l'homme n'en est lui-même pas pleinement conscient. Et lorsqu'il le deviendra, il lui sera quasiment impossible de faire marche arrière. Il ne tardera sans doute pas à se rendre compte que sa foi est en flagrante contradiction avec les postulats sur lesquels sont fondés tous les arguments de ses nouveaux amis. Je ne pense pas que cela ait une grande importance, à condition que tu arrives à le persuader de remettre à plus tard tout aveu explicite de cet état de fait. Tu y parviendras facilement grâce à sa vanité, à son orgueil, à sa fausse honte et à sa réserve. Tant qu'il ne fera pas cette mise au point, il sera dans une position fausse. Il gardera le silence quand il faudrait parler, et il rira quand il faudrait se taire. Il affichera, dans son comportement d'abord, puis dans ses propos, toutes sortes d'attitudes cyniques et sceptiques qui ne sont pas réellement les siennes, quoique, si tu manœuvres bien, elles soient susceptibles de le devenir. Tous les hommes ont tendance à devenir ce qu'ils font semblant d'être. C'est élémentaire. Le vrai problème est de savoir comment se préparer à la contre-attaque de l'ennemi. Tout d'abord, il s'agit de retarder le plus possible le moment où ton protégé comprendra que ce nouveau plaisir recèle une tentation. Étant donné que les serviteurs de l'ennemi prêchent depuis bientôt 2000 ans que le monde est une des grandes tentations classiques pour les humains, cela peut te sembler assez difficile. Heureusement qu'ils ont fort peu parlé ces dernières années. Et bien que dans les récents ouvrages chrétiens, il soit souvent question de mammon, beaucoup plus que je ne le voudrais, je n'y trouve que très rarement les anciennes mises en garde contre les vanités du monde, le choix de mauvais amis et le gaspillage de son temps. Tout cela, ton protégé le qualifierait probablement de puritanisme. Et permets-moi, en passant, de te faire remarquer que la connotation que nous avons réussi à donner à ce mot est un de nos plus grands exploits au cours des 100 années passées. Grâce à elle, nous sauvons chaque année des milliers d'hommes de la tempérance, de la chasteté et de toutes les formes de sobriété. Tôt ou tard, ton protégé découvrira la véritable nature de ses nouveaux amis. Ta tactique, à ce moment-là, devra tenir compte de son degré d'intelligence. S'il est assez bête, tu lui ouvriras les yeux sur le caractère de ses amis seulement quand ils sont loin. Tu t'arrangeras pour que, quand ils sont là, leur seule présence suffise à balayer toute critique. Si cela te réussit,
il sera amené à vivre, comme beaucoup d'hommes que je connais, un genre de double vie. Il n'en donnera pas seulement l'impression, mais il sera effectivement un homme différent dans chacun des cercles qu'il fréquente. Si cette méthode échoue, il en existe une autre, plus subtile et plus amusante. Il peut être amené à éprouver un certain plaisir, à constater les inconséquences de son comportement. Pour y arriver, il faudra le prendre par la vanité. Il faudra lui faire prendre plaisir à s'agenouiller le dimanche matin à côté de l'épicier en lui rappelant que cet homme ne comprend absolument rien au cercle raffiné et spirituel qu'il fréquente, lui, le samedi soir. Et inversement, lui faire apprécier les plaisanteries douteuses et blasphématoires de ses merveilleux amis autour d'une tasse de café, en faisant ressortir le contraste avec le monde spirituel et profond qui est le sien et dont ses amis ne soupçonnent même pas l'existence. Tu comprends où je veux en venir. Il a certains intérêts communs avec ses amis mondains, d'autres avec l'épicier, mais lui, l'homme complet, équilibré, aux talents multiples, les dépasse tous. Ainsi, tout en trahissant constamment ces deux catégories de personnes, il éprouvera, au lieu d'un sentiment de honte, une constante autosatisfaction dans son fort intérieur. En dernier ressort, si tout le reste a échoué, tu pourras chercher à le convaincre de poursuivre ses relations amicales, malgré ses scrupules de conscience, en lui faisant croire qu'il peut faire du bien à ces gens en buvant leur cocktail et en riant de leurs blagues, et que rompre avec eux serait pris pour de la suffisance, de l'intolérance et, naturellement, du puritanisme. En attendant, tu prendras l'élémentaire précaution de t'assurer que ces nouvelles fréquentations l'entraînent dans de grosses dépenses, bien au-dessus de ses moyens, et qu'elles l'obligent à négliger son travail et sa mère. Celle-ci se montrera sans doute jalouse et inquiète, lui-même se dérobera et sera grossier. Tout cela sera particulièrement propice à faire monter la tension dans le foyer. Ton oncle affectionné, Screwtape.